Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e des prix de la saison consacré à un week-end de sprint autrichien archi dominé par Max Verstappen. Pôle du sprint, victoire en sprint, pôle du Grand Prix, mais pas de victoire lors du Grand Prix. Et non, elle revient à un jeune pilote qui prend son deuxième succès. Un deuxième succès qu'il cherchait beaucoup ces derniers temps, qu'il aurait dû déjà avoir. Mais ce jeune pilote, ce n'est pas Lando Norris. Et non, c'est George Russell, grâce à un scénario fou à la fin, qui sauve une course qui, sur sa majeure partie, avait été assez plate et assez déceptive. Personne n'aurait pu prévoir que ce serait Russell qui s'imposerait en Autriche, vu la forme de Mercedes comparée à celle de McLaren et de Max, qui a tout écrasé jusqu'à 20 tours de l'arrivée. Il avait pris les deux pôles, il avait gagné le sprint de manière assez confortable. Donc revenons tout au début et posons-nous la première des questions pour analyser ce Grand Prix. Comment Norris a-t-il pu menacer Verstappen dans un Grand Prix qu'il paraissait avoir déjà gagné ? Déjà, je pense qu'il faut nuancer la domination de Red Bull ce week-end. La pole du sprint est acquise, il faut le dire, pour moins d'un dixième. Dans le sprint, il est à un moment contesté et je pense que s'il finit tranquillement, c'est parce que derrière lui, ce n'est plus Norris, mais Piastri, la moins performante des deux McLaren. Et la pole du Grand Prix, certes, il la prend pour 4 dixièmes, mais je pense que c'est un petit trompe-l'œil puisque le deuxième tour de Norris n'était pas assez bon. Red Bull restait malgré tout plus fort, ils avaient 2 petites dixièmes de marge, quand d'habitude ils en ont plutôt 1 de retard, mais pour moi ce n'est pas un changement de dynamique profond, j'attribue plutôt ça au circuit et au setup vu qu'ils n'ont pas amené d'amélioration, donc pour moi pas de changement de dynamique profond, il n'y a pas de révolution. Verstappen semblait donc intouchable, pour la première fois depuis 4, 5, 6 courses, on l'avait oublié, il était devant, mais finalement en 48-50 tours, il n'avait que, entre guillemets, 7 à 8 secondes d'avance sur Lando Norris, ce n'est finalement pas énorme pour un week-end où la Red Bull est très à l'aise, et on l'a vu avant le deuxième arrêt sur les hards, il commençait clairement à galérer. Et puis ça s'est gâté avec ce deuxième arrêt très long à cause d'un pneu à l'arrière gauche qui ne s'enlevait pas. Résultat, il faut attendre que Norris passe et du coup il y a 3,5 secondes qui sont perdues lors de cet arrêt au stand. Et derrière il y a aussi un tour de sortie très compliqué où il y a notamment un gros blocage de roue et il lâche encore 1 seconde et demie. Résultat, Norris passe à 2 secondes, puis sous la seconde, il a plus de rythme. La McLaren, on le voit sur la longueur d'un Grand Prix, plus le temps passe, plus elle arrive à être performante, elle est un peu plus complète. Le rapprochement est permis évidemment par les bêtises du clan Red Bull au stand et de Verstappen dans le tour de sortie, mais à la fin on le voit, Lando est capable de rester 10 tours sous la seconde et d'attaquer, ses pneus ne surchauffent pas d'un coup, donc je pense qu'il aurait pu rattraper Verstappen même s'il était ressorti avec 6-7 secondes de retard. Voilà, la McLaren à la fin une nouvelle fois s'est retrouvée en position où elle avait la victoire en main. Oui, mais il y a eu cet accrochage qui certainement va rester célèbre et marque un petit tournant dans cette saison 2024 dans la relation Verstappen-Norris également peut-être, et donc ça pose la deuxième question du jour, à qui la faute ? Bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, Norris voit Max plutôt défendre l'intérieur tardivement et décide donc de prendre la ligne extérieure, soit pour faire l'extérieur, soit pour se relancer parfaitement en direction du virage 4, mais, et là est la faute, Max rechange de direction et revient sur la trajectoire d'un Norris qui freine tout droit et ne peut pas vraiment être plus à sa gauche. Les roues arrière se touchent et explosent, au passage, pas de chance, c'est vraiment un petit contact, 90% il n'y aurait absolument pas eu de conséquences, là il y a eu des conséquences absolument énorme pour les deux, le sort en avait décidé autrement. La pénalité de 10 secondes pour Max est donc pour moi absolument logique, c'est la bonne décision, bien qu'elle ne change finalement absolument rien, mais ça vraiment on n'y peut pas grand chose, et je vais même aller un petit peu plus loin, je trouve que Max s'en sort bien de n'avoir pris que 10 secondes de pénalité pour l'ensemble de son œuvre, et de n'avoir été pénalisé qu'à son 3e ou 4e dépassement des limites. Et oui, car déjà au tour 55, lors de la première attaque de Norris, il se décale au dernier instant, change de trajectoire dans la zone de freinage et empêche Norris de plonger, c'était déjà chaud. Et un peu pareil au 59e tour, là la fois où Norris se rate dont on va reparler, il initie encore un mouvement de défense illégal, mais il voit que Norris est bien trop engagé et donc se ravise, voilà, c'est vraiment une manœuvre typique de Verstappen. Il y a aussi le 63e tour où il reprend sa première place en dehors des limites de la piste. On peut se dire que Norris l'a poussé, mais au moment où Max décide de couper délibérément, le mouvement de Lando n'est pas encore terminé. Il y a encore théoriquement de la place, en tout cas, personne n'a statué sur le fait que Lando l'avait poussé et donc qu'il pouvait foncer hors piste. Moi je trouve qu'il a gagné un avantage hors de la piste. Bon,
Faut aussi dire que là-dessus, c'est la faute à cet idiot boudin jaune qui empêche les pilotes de poursuivre leur trajectoire. Mais voilà, je trouvais que c'était pas très correct de la part de Max. Et en bonus, on peut rajouter, après l'accrochage, on n'en a pas parlé, mais franchement, il pousse Norris complètement dans l'herbe dans la ligne droite. Même avec une voiture blessée, il a fait des défenses illégales hier. On notera au passage que selon moi, les stewards sont très clairement à blâmer hier, puisque pour moi, il n'y a absolument aucune différence entre les mouvements de Verstappen au tour 55 et au tour 64, mais il n'a été pénalisé qu'au tour 64. Ça veut bel et bien dire que les stewards jugent bien trop souvent plus la conséquence que l'acte en lui-même, et c'est franchement très regrettable, puisque ça n'assure pas, ça ne garantit pas aux pilotes des conditions de bataille propres, avec un cadre clair. Voilà. On a trop souvent été limite et ne pas pénaliser plein de zigzags, de changements de trajectoire au mauvais moment. Voilà, ça fallait que ça tombe aujourd'hui. Donc encore une fois, ouais, il y a un souci avec la manière dont Verstappen interagit avec les autres pilotes sur la piste. On le voit dès qu'il doit être en bagarre serré avec quelqu'un, ce qui n'a pas été souvent le cas depuis 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, il y a régulièrement des problèmes. Et là, encore une fois, on le voit, non, il n'a pas changé. Dès qu'il faut se battre, le couteau entre les dents, il joue avec les limites et bien souvent est un poil au-dessus, permis par souvent un certain laxisme de la part des commissaires qui laissent faire pas mal de choses. Verstappen est intelligent, il sait l'utiliser. Aujourd'hui, les 2 roues sont touchées, elles ont explosé, et c'est là qu'on passe de l'autre côté de la limite. Mais voilà, Verstappen, au contact, on le sait. Il aime dire que lui, il est dur mais fair play. Moi, je trouve qu'il est dur, et parfois trop dur. Par contre, j'adore sa mentalité. Voir qu'un gars qui a gagné déjà 61 fois, qui n'arrête pas de gagner depuis 2 ans, ne veuille même pas laisser 1 centimètre de terrain à Lando Norris, ça c'est absolument exceptionnel, c'est magnifique. Mais voilà, pour le coup, c'est pas fait dans les règles. Au moins, et il faut le dire, j'ai trouvé sa réaction à l'arrivée vraiment très bonne. Il a été mesuré, de bonne foi, plutôt fair play. Voilà, il a dit qu'il parlerait à Lando. J'ai d'ailleurs hâte de voir la suite de leur relation. Alors évidemment, c'est plus facile pour lui parce que c'est lui qui est en faute. Il a fini 5e tout de même et n'a pas abandonné. Il est aussi gagnant, largement en tête du championnat. Il a plein de victoires à son actif. C'est beaucoup plus facile à avaler pour lui que pour Norris. Mais c'était bien et il faut le dire. Maintenant, 3e question, on va se demander si quand même on n'a pas quelques petites choses à reprocher à Lando Norris hier. Alors évidemment, pas sur l'accident, puisque pour moi il ne fait absolument rien de mal et il n'y a rien à redire, mais plutôt sur son incapacité à passer Max Verstappen alors qu'il avait littéralement tout pour le faire. Et donc est-ce que finalement hier Lando Norris n'a pas une nouvelle fois laissé passer une victoire qui là pour le coup aurait été très symbolique puisqu'il aurait vraiment battu Max. Perso, je pense que oui, il a laissé passer une victoire. On peut lui reprocher pas mal de choses hier. Il a tactiquement mal joué ces 10 tours où il a été derrière Max Verstappen et n'a pas su le passer. Il a été trop soft, il n'a pas produit le bon mouvement pour passer. J'ai la liste des 10 tours, des 10 chances de Norris. Je vous les lis. 55e tour, il tente l'intérieur au T3. Max défend. Bon, du coup, il ressort assez mal et il ne peut pas l'attaquer au virage 4. Au tour 56-57, pas grand chose à dire, il est trop loin et il y a des retardataires qui donnent le DRS à Verstappen. Au tour 58, il sort mal du 3e virage, il est trop à l'intérieur sur le vibreur. Au tour 59, il se rate à l'intérieur du virage 3, tire tout droit et doit rendre la position. Au 60e tour, il est trop loin et sort une nouvelle fois mal, trop à l'intérieur du virage 3. Au 61e, il n'ose pas au T3 et prépare le T4, mais il freine un petit peu trop tard et du coup, ça ne marche pas suffisamment jusqu'au virage 4. Au tour 62, il est trop loin au virage 3, mais on ressort une nouvelle fois trop mal pour attaquer au virage 4. Au tour 63, il fait l'intérieur à Verstappen. Cette fois-ci, c'est pas mal. On peut dire peut-être qu'il le pousse dehors, mais c'est l'action pour moi la plus litigieuse entre les deux. Mais on n'aura pas le temps de le juger puisque le tour d'après, c'est l'accident. Voilà, quand on a fait cette liste, pour moi, il y a plusieurs soucis. Déjà, on voit que aucune fois, que ce soit au tour 63 ou au tour 59 notamment, il n'a totalement maîtrisé sa manœuvre. Ça n'a jamais été une attaque parfaite et imprenable. Et puis surtout, en 10 tours, n'y avait-il pas autre chose à tenter que le virage 3? Est-ce normal de ne pas être passé en ayant autant eu de cartouches, en ayant eu 10 tours pour observer le comportement de Max Verstappen? Je trouve que Norris, il était trop focalisé sur un dépassement au virage 3. À chaque fois, il tentait quelque chose et jamais il n'a tenté de se préparer en 2 temps pour attaquer au virage 4, qui est pourtant un virage où tu peux totalement clore ton dépassement. J'ai donc trouvé ça un petit peu bizarre, surtout quand tu as raté déjà 3-4 tentatives au virage 3, tente de ne pas attaquer là, de mieux ressortir, ce qu'il n'a jamais fait, et de plonger au virage 4, ce qu'il n'a jamais pu faire. Et ça, franchement, je trouve ça extrêmement dommage, et je me dis que si les rôles avaient été inversés, évidemment que Verstappen, au bout de 2 tentatives, il aurait plongé
au virage 4 et plus au 3. Non seulement Norris n'a pas été précis hier, mais pour moi, il n'a pas du tout su adapter son plan de jeu. On a vu la différence entre son intelligence de course et celle de Verstappen. Cela nous ramène aussi à leur dépassement, l'heure du sprint. Très belle attaque de Lando Norris au virage 3, mais derrière, énorme naïveté de se faire avoir par une petite feinte et de laisser un si gros espace ouvert à l'intérieur. Vraiment dommage, et c'est un move qui est symbolique de la différence entre les deux pilotes et de ce qu'il manque à Max Verstappen. Alors, Davide Valsecchi a dit que sur ces différents mouvements, on voyait la différence entre un potentiel champion du monde et un 3 fois champion du monde, et je trouve vraiment que c'est exactement ça. Donc ouais, une nouvelle fois, un petit peu déçu par Lando Norris hier, qui n'a pas su trouver la clé, alors que franchement, je pense qu'il avait tout pour ouvrir la porte. C'est assez dommage. Et pour finir sur lui, petit bonus, si sa pénalité de 5 secondes pour track limit vient vraiment du moment où il sort hors piste mais rend la position à Verstappen, j'avoue que je ne comprends absolument pas la pénalité. Vous me direz, j'ai peut-être raté quelque chose, mais il me semble que ça vient de là. Je trouve ça débile parce que les track limit, ok, mais quand c'est clair que tu perds du temps en allant hors piste et qu'en plus tu rends la position à ton adversaire, ça ne devrait pas compter comme un avertissement de track limit qui peut mener à une pénalité. Bref, petite digression, mais dommage, et ça nous rappelle aussi qu'on est passé à côté d'un autre scénario complètement fou, celui où Norris passe puis perd la victoire à cause de ces 5 secondes de pénalité. Ça aurait été autrement explosif. Enfin bref, voilà, pour moi, énormément de choses à dire sur Red Bull, sur McLaren et sur ces 10 tours qui mènent jusqu'au crash. J'attends désormais évidemment vos avis en commentaire sur l'action en elle-même, mais aussi, j'ai peut-être même envie de dire surtout, sur l'incapacité de Norris à dépasser. Est-ce que je suis trop sévère avec lui? Est-ce que vous me rejoignez? Voilà, je veux bien vos avis là-dessus. Mais donc du coup, c'est George Russell qui a hérité de la victoire, et nouvelle question dans ce déprix qui vraiment est construit de manière très différente des autres, circonstances de course oblige. Eh bien, pourquoi lui? Pourquoi c'est Russell qui s'est retrouvé avec la victoire? La réponse simpliste mais vraie, c'est de dire qu'il a simplement été le meilleur des autres. Voilà, c'est réel, ce week-end c'était lui derrière les McLaren et Max Verstappen. Franchement, il l'a mérité, et ça vient récompenser aussi une excellente saison de la part de George Russell où il est le clair leader chez Mercedes. Voilà, je suis vraiment heureux pour lui, il la mérite amplement, même si voilà, forcément, vu les circonstances, ça n'aurait pas dû être pour lui. Sa victoire, il l'a parce qu'il était 3e. Et cette 3e place, elle tient à plusieurs facteurs qu'il a maîtrisés et d'autres non. Déjà, un facteur qu'il a maîtrisé, c'est la qualif, où il prend la 3e place sur la grille pour seulement 11 millièmes devant Carlos Sainz et 63 devant Lewis Hamilton. Ça se joue absolument à rien, cette victoire. On va le voir, à plein de points, ça se joue à rien, notamment celui-là. C'était très serré, ça lui a donné une track position en or. Ensuite, il fait un excellent départ, il menace même Lando Norris au virage 1 et 3, mais finalement reste 3e. Et ensuite, il est attaqué par Lewis Hamilton qui avait le DRS, mais contre-attaque direct et reste devant. Voilà, il a prouvé que c'était lui le pilote Mercedes le plus performant, celui qui devait rester devant. Hamilton qui s'élimine ensuite de l'équation pour la 3e place et donc pour la future victoire en dépassant Sainz hors des limites et en devant rendre la position, mais aussi en prenant une pénalité de 5 secondes pour avoir crossé la ligne blanche à l'entrée des stands. Et ensuite, on a vu aussi qu'il avait un rythme simplement en dessous de son coéquipier. Il finit assez loin. Voilà. Il y avait aussi des dégâts apparemment sur la voiture pour quelque chose qui s'est passé dans les premiers tours. En tout cas, Lewis Hamilton hier, ça ne pouvait pas être sa victoire. Sainz, lui, n'avait à mon sens pas moyen de faire grand chose de mieux hier, on l'a vu tout le week-end, sa place naturelle, elle était entre les deux Mercedes, c'est là où il a fini dans le sprint, c'est là où il s'est qualifié. Alors, à quel point est-ce dû à la voiture qui ne pouvait pas vraiment devancer les Mercedes ou à lui qui n'a pas ce petit truc en plus? Alors, je pense que forcément, il y a de ça, on le voit, c'est pas le pilote Ferrari le plus performant, mais ce week-end, c'est celui qui a été devant, donc on va clairement pas le blâmer pour ça. Et au passage, une nouvelle fois, et c'est la plus grande qualité de Carlos Sainz, il arrive à compenser son plafond un petit peu moins élevé que les tout meilleurs pilotes de la grille par une énorme régularité, parce qu'à l'arrivée, il y a une 2e place qui est super vitale pour Ferrari. Et là, du coup, on se tourne vers Leclerc qui, en fait, quand on y regarde bien, aurait dû s'imposer hier, puisque s'il ne se sort pas en Q3 et que c'est lui qui part, comme je pense il aurait dû partir en 3e position, eh bien c'est lui qui est dans la position de Russell. Et comme il est la Ferrari la plus performante ces derniers temps, cette saison, eh bien on se dit que lui aurait pu terminer devant George Russell quand on voit que Carlos Sainz n'est qu'à 4 secondes et demie de Russell à l'arrivée. Donc ouais, à l'arrivée, je pense que c'est fou à dire, mais Charles Leclerc a peut-être perdu la victoire en se sortant en Q3.
Sur la partie sprint, dur de blâmer le monégasque car sa voiture l'a lâché en SQ3 et il a été bon derrière dans le sprint. Mais voilà, sur la partie Grand Prix, il perd 3 places en qualif sur la grille de départ et ces 3 places qui sont cruciales à l'arrivée. Bon, et après, il a été malchanceux au départ où il est pris dans un sandwich où, selon moi, la tranche de pain Sergio Pérez a été un petit peu ambitieuse parce que lui, il voit bien qu'ils sont 3 et décide de plonger comme s'ils étaient maximum 2, voire 1,5. Donc bon, un petit peu moyen de la part de Sergio Pérez. À partir de là, la course de Leclerc, elle est terminée, il n'y peut plus rien. Et voilà, la qualif lui restera sûrement en travers de la gorge. Et elle restera sûrement aussi en travers de celle de Ferrari qui confirme qu'elle a du retard sur Red Bull et McLaren et qui confirme qu'elle a un souci lors des qualifications qui lui coûte très cher au niveau du résultat final. Voilà. Comme à Barcelone, ça permet à Mercedes d'être devant et donc ça permet à l'arrivée à Mercedes d'aller récolter la victoire que McLaren et Red Bull ont laissée sur la route. Mais au final, celui qui doit selon moi avoir le plus de regrets hier, eh bien c'est Oscar Piastri puisqu'il sort des limites en Q3 et perd là-dessus la 3e place sur la grille au profit de Russell. Et oui, à la base, c'était Oscar Piastri le 3e. Il avait un super rythme, mais il ne part que 7e, est pris au départ avec Pérez et Leclerc, puis est sorti dans les graviers par Sergio Pérez. Ça lui coûte de précieuses secondes. Donc après, il fait un super Grand Prix. Il y a des magnifiques dépassements, notamment sur Hamilton et sur Pérez et sur Carlos Sainz aussi. Très bien, bravo. Mais malheureusement, cette erreur qu'il fait partir 7e au lieu de 3e et la rencontre avec le Sergio Pérez, sur qui on a décidément beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix lors du premier tour, lui coûte la poignée de secondes qui, à la fin, lui coûte la victoire. Au final, ça fait beaucoup de pilotes qui peuvent avoir des regrets et évidemment tout ça tient à des et si, mais la réalité elle est là. Les 2 leaders se sont accrochés et la victoire est revenue à celui qui derrière eux était le plus propre, le plus performant, George Russell. Hamilton n'était pas assez performant, Sainz n'avait pas le petit truc en plus et Leclerc et Piastri ont raté leur qualif, sinon c'était pour eux. Dommage. Dommage aussi pour McLaren, puisqu'avec les soucis de leurs 2 pilotes, Piastri en qualif et Norris à ne pas avoir su dépasser correctement Max Verstappen, eh bien il passe à côté d'une nouvelle victoire. Après Imola, après Montréal, après Barcelone, c'est un 4e succès potentiel envolé. Encore une fois, tout n'est pas de leur faute, mais j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas le regretter prochainement parce que ça commence à faire beaucoup. On sait qu'à Silverstone, il risque d'y avoir pas mal d'équipes qui vont amener des packages d'amélioration. Peut-être donc que la physionomie de la saison qu'on a depuis 7-8 courses va à nouveau être bouleversée. Peut-être que ça va pas aller dans le sens de McLaren. Et donc ouais, peut-être qu'ils vont le regretter. Donc encore une fois, au sortir de ça, c'est McLaren. Avec cette première partie de prix où on a évoqué en longueur la physionomie de la course et des différents pilotes, je pense qu'on peut considérer que les cas Ferrari, McLaren et Mercedes sont traités et leurs pilotes avec. Et donc pour compléter le quatuor des équipes de tête, on dit rapidement un mot de Sergio Pérez. Eh bien écoutez, c'est juste absolument catastrophique. Avant, l'écart moyen avec Max, c'était 4 dixièmes. Maintenant, c'est 8-9 dixièmes. C'est vraiment très dur. Il a pris 1 seconde 35 lors de la qualif du sprint, 9 dixièmes lors de la qualif du Grand Prix. Sa nouvelle norme, ce n'est plus d'être 2e, ce n'est plus de prendre des podiums le maximum possible. Non, c'est juste de sauver le maximum de points qu'il peut. 4, 6, 2, 8, voilà. En plus, on peut rajouter ces manœuvres, celles sur Leclerc et Piastri au départ, où on peut considérer que c'est quand même un petit poil agressif, et surtout celle sur Piastri dans la fin du premier tour, où il le pousse clairement dehors. Alors certes, Piastri est à l'extérieur et c'est toujours prendre un risque, mais là, il fait vraiment comme s'il était tout seul, comme toujours en piste. Pour moi, Sergio Pérez est le pilote le moins propre avec les autres, et je trouve qu'il aurait dû prendre au moins une pénalité. Bon, il en a pris une, mais c'était pour un excès de vitesse dans les stands, donc voilà, ça compte pas vraiment. Il a quand même terminé derrière Verstappen malgré tout ce qui est arrivé au Néerlandais et dans le dernier tour, il se fait doubler par Nico Hülkenberg. Voilà, franchement, j'ai pas les mots. En vrai, il n'y a rien de nouveau, juste que ça s'aggrave de plus en plus à mesure que Red Bull perd de sa marge sur les autres équipes et chaque jour qui passe rend sa prolongation de contrat encore un peu plus ridicule et affiche encore un peu plus au grand jour les limites du système Red Bull qui aujourd'hui ne fonctionne plus et qui est complètement désavoué. Et c'est pour ça que pour moi, dans la critique du cas Sergio Pérez, il faut pas oublier Red Bull. Je dirais même que la principale responsable, c'est Red Bull qui a depuis 4, 5, 6 ans créé cette situation qui en arrive aujourd'hui là pour son pilote numéro 2. Franchement, je le dis comme je le pense. Moi, le problème, c'est pas tant Sergio Pérez. On le voit en début de saison quand tout va encore bien. Il est capable de prendre des très bons résultats. Et franchement, hier, vous le mettez dans la Haas.
pour moi, il fait peu ou prou le même résultat que Nico Hülkenberg. Donc pour moi, la principale fautive dans cette situation, c'est Red Bull, faut pas l'oublier, et c'est dramatique, mais bon, tant pis pour eux. Mais allons sur des choses plus réjouissantes et parlons de ceux qui ont doublé Sergio Pérez dans le dernier tour. Ouais, c'est Nico Hülkenberg et donc Haas qui prend 12 points hier. C'est absolument phénoménal. Ils en avaient pour l'instant seulement 7. Alors, ça devait être évidemment seulement 8 sans l'abandon de Norris. Ça n'aurait dû être seulement, je crois, 5 points sans les déboires de Charles Leclerc, évidemment. Mais hier, Haas était la 5e force du plateau. Ils reprennent la 7e position au classement. C'est vraiment très très bien pour eux. Côté pilote, même si Hülkenberg a encore une fois été le plus performant des deux, malgré le fait qu'il ressort derrière à la défaveur d'un undercut lors du premier relais. Bon, il faut aussi dire qu'il a raté sa partie sprint à cause de la SQ1, mais voilà. Sur le Grand Prix, Hülkenberg a montré la différence entre les deux pilotes, mais malgré tout, on a quand même vu le meilleur Magnussen de cette saison, une excellente partie sprint où il se qualifie 11e et finit 9e, une très très bonne partie Grand Prix où il n'a jamais été aussi proche de Nico Hülkenberg. Ils sont même d'ailleurs battus à un moment donné pour se reprendre la position après le premier arrêt. Il a été chercher une magnifique 8e place. Voilà. S'il avait montré ce visage-là plus souvent depuis 1 an et demi, il aurait eu des chances de rester en Formule 1 la saison prochaine. Concernant Haas, évidemment, félicitations, mais j'ai envie de dire surtout prudence parce que pour moi, ce résultat, il est complètement irrationnel. Il n'est dû qu'à une seule chose, le circuit de Spielberg, qui est leur préféré. J'avais calculé, je crois qu'ils ont pris 25-30% de leurs points de toute leur histoire que sur cette piste. Donc il y a un truc vraiment irrationnel qui se passe là-bas. Je m'attends que dès Silverstone, ils retombent à leur position plus classique, 7e, 8e force du plateau. On verra. Donc voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était quand même très bien de capitaliser ici. Et ils l'ont fait de manière quasiment inespérée. C'est fou, 12 points. Je ne suis même pas sûr qu'ils en reprendront plus de 3-4 d'ici à la fin de l'année, sauf gros incident. Un peu plus loin derrière, Alpine pourra sortir frustrée de ce week-end autrichien car elle était la 5e force en qualif. Les 2 fois, il y a un passage en SQ3 et en Q3. Mais voilà, c'était plus dur en course où elle a manqué de rythme et où en plus, selon moi, elle a un petit peu foiré sa stratégie par rapport aux 3 concurrents qui l'ont devancé, à savoir les 2 Haas et Daniel Ricciardo, puisque sur le premier arrêt, les 2 Alpines s'arrêtent quasiment 10 tours après leurs adversaires directs, alors que l'undercut était surpuissant hier en Autriche. Et à partir de là, ils se sont retrouvés derrière et ils sont jamais repassés devant. Et ils ont de la chance, parce que sans l'abandon de Lando Norris, ça fait 11e et 13e. Donc ça fait 0 points, ce qui aurait été encore plus dur à accepter. Surtout vu le total pris par Haas et même les 2 points pris par Racing Bulls. Donc voilà, c'est un peu dur. Et encore une fois, j'ai vu des manques dans l'exécution du côté d'Alpine. Le pneu crevé pendant le sprint, les copes de frein qui se détachent, les voitures qui ont des comportements différents. Voilà. Encore une fois, il y a toujours un truc qui se passe chez Alpine qu'on ne voit pas chez les autres et qui vient gâcher la fête. Alors, que ce soit sur le rythme, sur la stratégie, sur l'exécution ou sur les petits détails, Alpine n'a pas été assez forte ce week-end et ça explique ces gros points potentiellement lâchés au classement. Il y a aussi eu une nouvelle rencontre en piste entre les 2 pilotes qui s'est conclue par une sortie de piste au 3e virage. Voilà, c'est pas idéal et encore une fois, ça n'a pas été forcément très bien amené, très bien géré de la part de l'équipe, mais heureusement, pas de bobo et malgré une défense rugueuse, mais pour moi qui est resté dans les limites de la part d'Esteban Ocon, c'est Pierre Gasly qui était plus rapide, qui a pu passer, qui a pu montrer qu'il avait un meilleur rythme et à la fin ça suffit pour aller arracher le dernier point devant Charles Leclerc. Donc c'est déjà un moindre mal pour un Gasly qui était, je pense, plutôt dominé sur la globalité du week-end jusque-là, mais qui a montré en course qu'il avait un petit truc en plus. Donc voilà, au final, week-end mitigé pour Alpine et 7e place reperdue directement après l'avoir prise en Espagne. Mais je pense qu'il faut regarder plutôt sur le long terme. Il y a une certaine confirmation quand même après Barcelone. Haas ne fera pas ça tous les week-ends. Ils feront même ça plus jamais de la saison, je pense. Donc voilà, il faut avancer maintenant chez Alpine avec une voiture qui peut scorer des points tous les week-ends, qui a le potentiel pour être la 5e force. C'est déjà très positif. À ce niveau de la course, un mot rapide pour les 2 points d'un super Ricciardo qui a dominé Tsunoda sur toute la partie Grand Prix et montre encore de belles choses là pour le coup. Avec ce genre de performance, il va peut-être pouvoir imposer des arguments face à un Liam Lawson qui voudrait lui prendre son siège selon des rumeurs très insistantes. Et puis pour finir cette partie de tableau, un mot de la 8e force, Aston Martin. Quelle déprime absolue ce week-end, ça va dans la lignée de la chute que l'on observe lors des derniers mois. Rendez-vous compte, en début de saison, ils étaient 4-5e force dans un no man's land avec Mercedes et ils ont pris l'exacte trajectoire inverse. Quand Mercedes est remonté, Aston a chuté, c'est vraiment absolument déprimant. Et en plus, ils ont annoncé que pour les très grosses upgrades, il faudrait attendre après la trêve. Donc clairement, il y a tous les motifs pour s'inquiéter.
N'oublions pas tout de même que c'est une équipe qui est encore jeune, qui se met encore en place avec l'usine, etc. Tout n'est pas encore opérationnel, tout n'est pas encore au point. Ils visent plutôt 2026 avec le moteur Honda, etc., etc. Oui, c'est sûr, mais dans l'instant présent, on note clairement une stagnation depuis bientôt 1 an et surtout une tendance à ne pas réussir à développer sur la longueur et à maîtriser son propre concept. Il y a aussi eu la nouvelle de la prolongation de Stroll jusqu'en 2026 qui, voilà, on va le dire clairement, ne rassure pas. Pour l'instant, le seul truc positif, c'est qu'ils ont encore pas mal d'avance au classement pour conserver la 5e place. Je termine là-dessus avec Alonso qui, je dois l'avouer, m'a un petit peu saoulé ce week-end, comme un petit peu les derniers week-ends. Alors déjà, il y a son niveau sportif où il peine clairement depuis Miami. C'est comme si d'un seul coup, il avait perdu 4 dixièmes, donc forcément, ça coûte cher. Il a du mal à se différencier d'un Stroll qui est pourtant plutôt anonyme. Voilà. Clairement, pour moi, on ne voit pas le vrai Alonso en ce moment et j'ai un peu du mal à comprendre. Et puis, en plus de ça, il y a l'attitude un petit peu agacée et agaçante. Après le sprint, il a dit que Hülkenberg ne serait pas pénalisé parce qu'il a fait un mouvement sur un Espagnol et dans un sprint. Alors, grosse mauvaise foi puisque Hülkenberg a bien eu sa pénalité. Tout ça pour qu'en plus Fernando fasse la même en pire lors de la course sur Guan Yu Zhou. Et puis à la fin, il y a eu cet arrêt au stand pour mettre des pneus soft et aller voler le point du meilleur tour un petit peu de manière inutile. Bon, voilà, on va pas le blâmer pour ça, mais pour moi, ça dénote d'un comportement un peu plus global où je sais pas exactement ce qui se passe. Voilà, je vais le dire, je ne sais pas à quoi joue Fernando Alonso depuis 6 ou 7 courses. Avant les classements, un petit mot pour les 2 plus mauvaises équipes de ce championnat, de ce week-end une nouvelle fois, Sauber et Williams qui confirment appartenir au dernier wagon. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus à part que c'est triste, particulièrement pour Williams qui pensait pourtant avoir trouvé quelque chose il y a quelques courses, mais qui là depuis Barcelone a clairement rechuté. Voilà, les pilotes du coup, ils subissent, particulièrement Bottas et Albon qui ne peuvent pas faire grand-chose, même si Albon ce week-end a quand même été battu plusieurs fois par Logan Sargent et j'ai pas trouvé ça forcément en top. Un Sargent qui a été bon, que j'ai envie de valoriser, mais qui a quand même vécu un Grand Prix un peu plus compliqué. Et puis enfin, on a Guan Yu Zhou pour qui on a l'impression que vraiment là, c'est terminé, comme s'il avait lâché, qualifié 2 fois dernier, n'existe pas lors des courses. Bon, voilà, évidemment, il y a cette collision avec Alonso, mais Guan Yu Zhou, c'est très dur. Le point classement, le voici, Verstappen n'a pas gagné, mais au final, sur l'ensemble du week-end, il reprend 12 points à Norris et 16 à Leclerc, donc le classement, au lieu de se rapprocher, s'éloigne. Sainz, lui, se rapproche vraiment pour le coup des hommes de tête. Russell, lui, revient aussi sur Piastri et Perez, et puis on a un Hülkenberg qui n'est pas dans ce top 10, mais il a 14 points, il talonne Stroll et Tsunoda. Côté équipe, on est passé par plusieurs scénarios, mais finalement à la fin, on a un quasi statu quo entre les équipes de tête qui prennent sensiblement les mêmes points sur l'ensemble du week-end avec la course sprint. Donc finalement, les écarts ne bougent pas, ils sont quasiment identiques. Derrière, Aston n'avance pas et Red Bull, Racing Bulls, fait un +2, tandis que As double Alpine avec ce coup de folie incroyable. Vraiment, quand on voit ça, ça fait mal. Les notes à présent, attention, je le rappelle, je note l'ensemble du week-end et ce week-end on a eu 2 qualifs, une sprint, une course, donc voilà, la note essaye de tout prendre en compte, de tout pondérer, c'est encore plus dur que d'habitude où j'ai déjà besoin de vous pour rendre ces notes les plus parfaites possibles, donc là, encore plus, ne prenez pas mal si quelques-uns sont sur ou sous-notés. C'est très dur, j'essaie de tout prendre en compte et je me ferai une joie dans les commentaires de me débattre avec vous, de vous expliquer pourquoi j'ai mis certaines notes et que vous essayez de me convaincre d'en augmenter ou d'en baisser. Pour faire un tour rapide, Russell à la meilleure note, il a été quasiment parfait tout le week-end, peut-être qu'il mérite même un 9. Derrière, il y a un groupe avec Hülkenberg et Gasly qui ont été très bons, mais n'oublions pas que les deux ont été battus par leurs coéquipiers plusieurs fois dans le week-end. Norris, lui, c'était pas mal, je l'aurais mis sûrement un 8,5 ou un 9, mais il n'a pas réussi à passer Verstappen et pour moi, c'est aussi un des enseignements de cette course. Derrière, un groupe où je mets quand même 7 à Verstappen puisqu'il a écrasé le week-end jusqu'à sa défense sur Norris. Ocon qui a été vraiment bon, Piastri aussi, mais des détails l'empêchent d'aller plus haut. Sainz a été bon, Magnussen aussi. Hamilton et Ricciardo, ça va, c'était bien. Leclerc, bon, malheureusement son sprint, la qualif, on peut pas la compter et au départ de la course, il est détruit. Je sais pas si ça mérite moins ou un non noté, je sais pas, vous me direz, c'est assez dur. On a aussi Albon et Bottas que j'ai mis là parce que, bon, compliqué, ils ont dominé leurs coéquipiers mais leurs voitures ne sont pas au niveau. Sargent, je veux le plébisciter, c'est bien, mais la course a quand même été dure. Stroll, Tsunoda, week-end compliqué. Alonso, dur, plus l'accident avec Guan Yu Zhou. Zhou, qui est vraiment à la ramasse. Et on termine évidemment
par Sergio Pérez qui n'y est pas du tout. Et puis côté équipe, Red Bull et McLaren se détachent en haut. Mercedes n'est pas mal, plébiscité également à côté avec Haas. Ferrari, un petit cran de retard. Ensuite, on a Alpine qui aurait pu faire mieux. Racing Bulls qui finalement sauve les meubles lors de la course. Aston qui vraiment n'y est pas, était la 8e force. Devant Williams et Sauber qui sont à la rue. Et voilà, merci de votre écoute pour ce long déprime. On avait beaucoup de choses à analyser et j'ai essayé d'être précis. S'il t'a plu, pense à le liker et à t'abonner. Et évidemment, je vous attends tous très nombreux en commentaire pour discuter de ce Grand Prix. J'essaierai de tous vous lire, de tous vous liker et de répondre au maximum d'entre vous. Voilà, de tout évidemment dans la bienveillance, dans la bonne humeur et dans l'amour de la Formule 1. Mais nous sommes là pour ça, pour débattre F1. Merci à tous, on se retrouve le week-end prochain pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. J'ai vraiment hâte, ça va être absolument incroyable et je pense que beaucoup de choses peuvent encore changer et que cette saison peut entrer dans une nouvelle dimension avec des upgrades et évidemment les suites de l'accrochage entre Norris et Verstappen et de la victoire de Russell et du renouveau de Mercedes. Bref, plein de thématiques à aborder. En attendant, on se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui signale que selon lui, et je suis plutôt d'accord avec lui puisque c'est moi qui ai écrit ces phrases, eh bien l'Autriche est un des circuits qui assure le plus au calendrier de la Formule 1 lors de ces dernières saisons. Franchement, c'est un des meilleurs rendez-vous de l'année. Sur ce, à bientôt.